livre, eh bien, le lecteur puisse se retrouver dans l'une ou l'autre. J'ai l'impression que depuis tu as une question. Je vais te donner la parole avant de boucler cette émission. Je reviens sur ce mélange des anecdotes, des contes, des légendes et certaines appellations essentiellement africaines ou congolaises. Est-ce que cela justifie qu'Une nuit blanche est un roman africain, un roman congolais, un roman congolo-africain ou un roman français, un roman africain d'expression française? Mais lorsque vous allez sur Internet pour chercher par exemple Une nuit blanche, vous verrez qu'on a écrit la littérature africaine. Nous avons nos réalités, nous avons notre vie à nous. Il y a des choses que nous trouvons ici qu'on ne trouve pas en Europe et vice-versa. Et je pense qu'on devait rester plus proche de la réalité pour essayer d'exprimer les choses telles que nous les vivons. C'est lorsque nous voulons justement imiter les Occidentaux, nous voulons faire comme eux, que le plus souvent nous perdons la traçabilité de l'originalité de ce que nous sommes en réalité. Mais nous devons rester nous-mêmes en essayant de dire des choses telles qu'elles sont. Est-ce que ce serait mauvais que l'on dise Tangawisi au lieu de gingembre, puisque le mot existe dans nos langues? Vous voyez, des thèmes comme avion, nazozo avion. Pourquoi on parle d'avion? Mais parce que justement il n'y a pas d'équivalent en lingala. C'est pourquoi on dit avion. Mais puisque dans les autres cas, il y a des équivalences. Pourquoi Oui, Pépo, oui, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas justement l'exprimer? Mais je pense que c'est aussi une façon de rappeler aux Africains, parce que ce que nous connaissons comme phénomène dans ce que vous dites, c'est tellement aussi que dans d'autres pays africains, ils vivent la même chose. Vous voyez? Donc, au lieu de toujours vouloir mettre en valeur ce qui vient d'ailleurs, essayons plutôt aussi, nous à notre niveau, de donner de la valeur à ce qui nous appartient, à ce qui est à nous. Nous allons prendre une toute dernière question, Célia. Merci. C'est dans le livre ce que je vais dire. À la page 147, chapitre 4, je lis. Mika n'avait encore jamais vécu. Alors il vient de passer brillamment le brevet d'études moyennes générales. Il avait besoin d'être en vie pour aller plus loin. Ses parents s'étaient sacrifiés une fois de plus à lui payer un billet et à préparer le voyage, voyant en lui une bonne raison à cela, l'espoir. Il ne devait donc pas prendre de risques inutiles qui pourraient lui causer du tort et décevoir ses généreux géniteurs. Les boxeurs à l'entraînement connaissent eux aussi la nécessaire alliance de la pugnacité et de l'esquive. Par manque de modestie, la chauve-souris s'était fait avoir. Voici comment. La chauve-souris parlait la langue des hommes et agissait comme eux. Un jour, elle eut beaucoup à faire au point qu'elle ne songea pas à prendre soin de sa mère malade. Je pense que je peux m'arrêter là. J'aimerais savoir s'il y a un rapport entre Mika et la chauve-souris. Mais bien entendu que oui. Vous savez, vous avez affaire à des gens qui d'abord ont l'expression difficile. L'expression difficile. Ensuite, celui qui paraît être le chef de groupe est un bègue, qui avale des mots. Quand il vous parle, donc il y a en lui la nervosité. Vous voyez? Donc il n'est pas naturel. Ensuite, c'est un monsieur qui agit sous l'effet de la drogue. Parce que la patrouille doit durer toute la nuit. Mais pour tenir jusqu'au matin, il faut se droguer pour avoir de la force. Donc il n'est pas en train d'agir dans un état normal, mais il est dans un état séguant. Et ce qu'il fait, peut-être qu'il a inconscient aussi de ce qu'il fait. Alors, cela appelle de vous qui êtes en face de lui de la sagesse, de la prudence. Mais c'est justement parce que la chauve-souris a manqué de sagesse qu'aujourd'hui, elle a juré devant Dieu qu'elle ne regarderait jamais vers le ciel. Donc, simplement parce qu'elle est allée dans ses occupations, elle est allée travailler ses champs, faire ce qu'elle avait à faire, oubliant qu'elle avait laissé sa mère malade à la maison. Et quand elle revient, la mère était morte. Alors, elle va voir Dieu pour dire, non, il faut que tu recules le soleil de quelques heures pour me permettre de faire les obsèques de ma mère. Dieu dit non, c'est pas un rêveur comme toi, à quelqu'un qui ne respecte pas ma loi,
que je vais faire. Moi, ma loi, elle est immuable. Quand le soleil s'est déjà couché, c'est terminé. Parce que le temps passé ne peut plus revenir. Chez moi, tout va de l'avant. Je ne recule pas. Alors, et lui, il prend cette décision. Donc, en toute chose, nous devons savoir faire l'analyse, savoir apprécier pour nous permettre de prendre les meilleures options possibles. Parce que si nous faussons les calculs, nous faussons l'appréciation, nous risquons de commettre des erreurs. Si me permet justement de conclure, c'est pour dire tout simplement que ceci est un roman très riche, parce qu'il aborde des questions très importantes, pour lesquelles je pense que chaque lecteur pourrait s'y retrouver. En toute chose, malgré que nous pouvons vivre parfois l'atrocité, parfois la brutalité, parfois des choses qui nous tiennent à cœur et pour lesquelles on a du mal à pardonner, mais il faut arriver à pardonner. Il faut arriver à pardonner. Ensuite, il faut savoir aussi que tout homme est appelé à aider d'autres. Il ne doit pas se servir de sa position pour faire souffrir ses semblables. Mais il doit, bien au contraire, les assister, les aider, leur apporter des facilitations pour permettre à ceux-ci de pouvoir marcher et réussir dans la vie. Et nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu, parce que la loi divine est au-dessus, n'est-ce pas, de la loi des hommes. Et j'aimerais terminer pour dire que, en toute chose, il faut être de bon côté, c'est-à-dire du côté de l'innocence. Toujours. Parce que si on parle en termes de force surnaturelle, elles ne peuvent intervenir et combattre pour vous que lorsque vous êtes en difficulté et vous avez raison dans l'affaire pour laquelle vous êtes justement mis en accusation. Voilà. Il faut savoir mettre la raison de son côté, nous fait comprendre l'auteur. Gérard Yongo vient de publier son deuxième livre. Après Un gourou apprenti sorcier, il vient de publier aux éditions L'Harmattan Congo Une nuit blanche. C'est un roman. Merci de nous avoir suivis.